voici pour débuter notre cours. J'ai l'impression que celle que vous avez tous essayé de faire, en fait, ce n'est pas la première forcément, mais c'est plutôt celle-là. Quand vous êtes devant n'importe quel morceau d'écriture mathématique, il faut faire toujours une étape préliminaire à n'importe quel niveau. Hein. C'est vrai pour un gamin de l'école élémentaire comme pour vous. Il faut savoir la chose qu'on est en train de regarder. Il faut la reconnaître. Ok ? Ici, il faudrait qu'il y ait deux alarmes qui sonnent dans votre tête quand vous regardez une telle expression. La première, c'est que ici, il y a un symbole d'inégalité. Je vous le refais. Et quand il y a un symbole d'inégalité, c'est soit une inégalité qui est vraie, et que voilà, on nous a donné ça, donc c'est super bien, soit, comme dans ce cas-là, c'est une inéquation. Or, inéquation, ça veut dire inégalité plus question. Et là où il y a le mot question, en fait, je parle de essayer de connaître quelles sont les valeurs de x qui satisfait cette inéquation, donc cette inégalité. Et je sais que vous avez fait un bon parcours parce que j'ai vu à peu près tout ce que vous aviez fait, mais j'ai plus l'impression que vous l'avez fait par réflexe que par identification de « Ah oui, c'est une inéquation, faisons ça ». Et effectivement, vous avez fait la bonne démarche, c'est-à-dire de étudier séparément le numérateur, que je vais donc étudier ainsi, et le dénominateur, que je vais donc étudier ainsi, séparément. Je vais vous faire remarquer que le numérateur, je l'étudie supérieur ou égal à 0, le dénominateur supérieur strictement, parce que je sais que de toute façon, le dénominateur il ne peut jamais être égal à 0. Ne vous inquiétez pas si j'étudie quand c'est positif et pas quand c'est négatif, parce que de toute façon, ce qui m'intéressera après, ce sera de faire le rapport entre les deux signes. Donc voilà. L'important, c'est de faire un choix cohérent et après de le reporter dans le tableau des signes qui suivra. Donc j'ai résolu ces deux inéquations. Celle-là, elle est vite faite. Donc x supérieur ou égal à 6, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Celle-là aussi, elle est plutôt simple, je dois dire. C'est x supérieur à moins 3. Je vais mettre les deux ensemble dans un tableau des signes maintenant. Donc je vais m'écrire x. Et ensuite, je vais marquer les deux valeurs que j'ai trouvées dans l'ordre. Donc c'est moins 3. Là, du coup, il y aura moins l'infini à gauche. Ensuite, je vais trouver ici 6. Et encore à droite, il y aura plus d'infini. D'accord ? Et là, je vais marquer les deux, donc le numérateur, x moins 6, le dénominateur, x plus 3, ou 3 plus x, hein, c'est pareil. Et je vais faire les étages. Qu'est-ce que je sais du coup? Je sais que x supérieur ou égal à moins 6, ça veut dire que ce numérateur, il va être égal à 0 ici, positif ici et négatif ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que je sais que x moins 6 est positif, hein, c'est ce qui est écrit dans cette ligne-là, quand x est supérieur ou égal à 6. Donc c'est ce que j'ai symbolisé dans mon tableau. Je fais la même chose pour le dénominateur. Donc ici j'ai du coup le moins 3 que je fais avec une double barre parce que je sais que c'est une valeur interdite car c'est la valeur qui annule le dénominateur. Et donc cette fois-ci je dois marquer plus à droite de moins 3 et moins à gauche. Maintenant que j'ai toutes ces belles informations, je vais les exploiter pour le signe de toute la fraction, qui donc va faire son apparition au troisième étage. Et donc je fais le produit des signes, plus fois plus ça fait plus, moins fois plus ça fait moins fois moins ça fait plus. Et ensuite je vais reporter le symbolisme pour moins 3 et 6. Et donc je sais que ma fraction va s'annuler pour 6 et elle va pas être définie pour x égale à moins 3. Très bien, très bien. Donc maintenant, petit retour au départ. Je sais quoi? Je sais que mon but était de vérifier quand est-ce que ce truc-là était négatif. Donc négatif, ça veut dire là-dedans. Attention à négatif strictement. Donc quand j'ai créé la solution, eh bien je vais juste écrire que x doit appartenir à l'intervalle qui rend toute la fraction négative, c'est-à-dire moins 3, 6. Mais attention, moins 3, il est exclu par défaut parce que je sais que x ne peut jamais être égal à moins 3. Et 6, je dois également l'exclure parce que je sais que je veux que la fraction soit strictement inférieure à 0 et pas égale à 0. Alors que je sais très bien que x égale à 6, ça fait que la fraction elle est égale à 0. Regardez la première.
Ne vous inquiétez pas, la troisième, ce sera exactement pareil. Donc, je vous l'assure, mais c'est juste parce que je peux vous anticiper déjà que, en fait, il s'agit de la même chose. Qu'est-ce que vous avez devant vos yeux? Alors, c'est sûrement une inéquation, parce que c'est marqué ici. Mais, quel type d'inéquation? Oui, Med? C'est un polynôme du second degré, effectivement. On reconnaît que, grâce à la présence ici de cette puissance-là, les deux polynômes sont des polynômes de second degré. Donc, sachez que c'est perdu d'avance de avancer avec n'importe quelle stratégie qui soit basée sur le fait de se réécrire ce même polynôme en faisant des passages de ce type-là. Ça, c'est mort d'avance. Et vous devrez le savoir, parce que c'est un polynôme de second degré. Donc, si vous vous en souvenez pas, et ce n'est pas la première fois que je vous dis, allez regarder le chapitre sur les polynômes de second degré, c'est super important. On a déjà fait je vous ai déjà posé ce type de questions il y a quelques semaines, avant les vacances, bien entendu, mais je vois que ça passe toujours pas. Donc, je suis content d'avoir fait ces exercices parce que vous en avez fortement besoin. Ok, ça veut dire quoi ça? Alors, je l'ai identifié maintenant de façon correcte comme une inéquation de second degré. Donc, ce que je dois faire, en fait, c'est de prendre ça et l'étudier. Donc, tout ça, ça se résout par l'étude du polynôme de second degré. Et faire l'étude du polynôme de second degré, ça passe par quoi d'abord? Par la recherche de ses racines. Et non, je ne parle pas de sa terre d'origine où il est né, où il a grandi. Non, non, non. Je parle de ses racines au sens des solutions de l'équation associée. D'accord? Donc, la première chose que je fais, c'est de calculer le discriminant. Et pour calculer le discriminant, la chose qu'il faut absolument savoir faire, et ça d'emblée, tout de suite, sans même y réfléchir, c'est d'identifier les trois coefficients A, B et C. Est-ce que vous savez le faire, ça? Ange, tu peux me dire les trois? A égale? Oui. Moins 3? Ici, je le dis. Et C? Comme ça, on l'a partagé. Donc, delta, ça va être B au carré moins 4 fois A fois C, ce qui me donne dans cet exemple 9 moins 4 fois 1 fois 2. Autrement dit, ça fait précisément 1. 9 moins 8. Une fois que vous avez calculé le discriminant, vous pouvez déterminer son signe. Visiblement, ici, on a un discriminant qui est strictement positif. Donc, le polynôme a deux racines distinctes, ce qui est une bonne nouvelle. Et les deux racines, je peux les calculer. Je vais appeler la première x1 et la deuxième x2. x1, ce sera égal du coup à formule moins b plus racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Tu n'as pas besoin de ça, Imed. Et x2 égale moins b moins racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Je te disais que tu n'en as pas besoin parce que quand je vais appliquer cela, tout ce que j'ai fait, en fait, c'est un petit calcul très simple. B, je sais que c'est égal à moins 3. Donc, ça fait moins 3, ça fait 3. Plus racine carrée de 1. C'est qui la racine carrée de 1? C'est 1 divisé par 2 fois A. Or, A, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est 2. Et pour X, j'ai inversé. Pour X2 ici, ça va être toujours 3 moins 1 cette fois-ci, divisé par 2. Or, x1, ça va me donner du coup 4 divisé par 2, ça fait 2. x2, ça va faire 3 moins 1, 2 divisé par 2, ça fait 1. Je pense que ça va sans calculatrice. Donc, j'ai trouvé les deux racines, 2 et 1. Mais comment je les interprète pour pouvoir résoudre cette inéquation? La meilleure façon, selon ma très modeste opinion, est de donner une petite représentation graphique et de vous rappeler également, du coup, comment on peut déduire le graphique de ce polynôme de second degré, juste avec les informations qu'on a à notre disposition. Premièrement, on sait que on a deux racines et elles sont 1 et 2. Donc, ça veut dire que là où il y a les valeurs de l'axe des abscisses 1 et 2, eh bien, ce polynôme-là, il va passer par là et par là. Ça, c'est sûr et certain. L'autre chose que je sais, c'est que, et je ne pourrais pas la souligner suffisamment, c'est que le coefficient A, qui est super important, ça vaut 1. Qu'est-ce que je peux déduire de ça? Oui, A est positif, d'accord, mais du coup, la parabole, elle est comment? Alors, moi, je dis toujours que
quand A est positif, alors c'est vraiment mal réussi. Voilà, là c'est mieux. Quand A est positif, ça veut dire que la parabole, elle est contente. Et donc, elle fait un beau sourire. Comme ça, par exemple. Si A est négatif, la parabole est triste. Et donc, elle est retournée vers le bas. D'accord? Petit outil mnémonique. Alors, si la parabole, elle est ainsi orientée, je l'ai fait un peu mieux quand même. Peu m'importe de connaître toutes les valeurs par lesquelles elle passe. Ce qui m'importe, c'est de connaître son allure. Et une fois que je connais ça, je peux résoudre l'inéquation. Pourquoi? Parce que regardez maintenant les informations qu'on a. Nous, on veut connaître quand est-ce que ce polynôme il est supérieur ou égal à 0. Et bien maintenant, on peut le faire juste en lisant bien ce graphique. Et qu'est-ce que je lis dans ce graphique? Je lis que la parabole, elle est positive partout ici et partout ici. Et égal à 0 pour x égale à 1, x égale à 2. Donc, je peux écrire que x doit appartenir aux intervalles suivants. Moins l'infini, point virgule 1, réunion avec 2, point virgule, plus l'infini. Maintenant, je souhaiterais voir les personnes qui l'ont résolu ainsi. Levez la main. D'accord? Quelle forêt? Ah, 2 quand même. 3. Hugo? Non. 2 personnes, du coup. D'accord. Alors, on en refera d'autres visiblement parce que vous en avez fortement le besoin. Sachez que ça doit être une alarme qui sonne dans votre cerveau. Quand vous voyez qu'il y a un second degré ici, ça doit être l'alarme totale. Les cloches doivent ressentir dans votre crâne. Vous devez voir tout de suite quand il y a un degré 2. Et quand il y a un degré 2, on passe toujours par cette même analyse. Ça doit être vraiment un réflexe. Je veux que ce soit comme ça. Soit f une fonction définie sur R telle que, et il vous donne lui-même, avec une grande générosité, un magnifique encadrement de f entre deux autres fonctions. Mais qu'est-ce que vous pouvez demander de plus? C'est trop bien. Calculer les deux limites. Bon, ça a l'air plutôt faisable. Juste, je m'écris ici à côté, limite pour x tend vers plus l'infini de la fonction i1 divisé par x au carré plus 1. Et celle-là, du coup, je sais très bien que ça va faire. Parce que le dénominateur va tendre vers plus l'infini, et donc c'est de la forme valeur finie divisée par l'infini, donc ça tend vers 0. Et la même chose va être vraie pour l'autre fonction, donc 2 divisé par x au carré plus 1, pour les mêmes exactes raisons. Bon, m'en déduire, on va maintenant, il nous demande du coup de en déduire la limite de la fonction f1 plus l'infini. Alors, visiblement, ça, c'est une application du théorème D. Exactement. Donc, je vais, pour l'appliquer, écrire ça et rappeler cela, quand même. Et je vais dire que, du coup, donc, grâce au théorème des gendarmes, on déduit que lim pour x qui tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. The end. Qui n'avait pas fait cela comme ça? C'est bien alors. Ça, c'est clair. Et du coup, la dernière question, vous l'avez faite comment? Calculer la limite de la fonction f1 moins l'infini. Alors, effectivement, ici, ce qui est pareil, c'est que si je reprends mon texte et je remplace le plus l'infini qui était là par moins l'infini ici et ici, alors déjà, les limites ne changent pas parce que x au carré, quand je mets moins l'infini dedans, x au carré, ça positivise le signe négatif. Donc, ça fait quand même 1 divisé par l'infini et de l'autre, c'est 2 divisé par l'infini. Vraiment, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que la fonction f, quand je fais tendre x vers moins l'infini, donc je modifie aussi, elle va toujours tendre vers 0. D'accord? Et d'ailleurs, on peut déduire facilement de ça que, mais ça, c'était pas demandé, bien entendu, que du coup, f admet une asymptote comment? Verticale, horizontale?
Non, horizontale. Si x tend vers plus l'infini, l'asymptote, elle est horizontale. Et quelle est l'équation de cette asymptote? Très bien. Ok? On passe à la 45. Donc la 45, c'est commencer par un rappel. J'adore les rappels. Ça nous fait justement souvenir de choses qu'on avait peut-être oubliées. Et moi, ces trois limites-là, je vous les avais déjà racontées quand on a parlé de la fonction. Waouh, quelle joie de vivre. Donc, merci de me rappeler quelle est la valeur de ces trois limites-là. Évidemment, si vous le savez pas, ou si vous le saviez pas, parce que vous les avez déjà fait, bien entendu, bah, vous aviez tout à fait le droit d'aller chercher dans votre cahier. Ou dans votre manuel, hein, c'est pareil. D'accord? Donc, le premier, ça va être égal à... Effectivement, ça fait 0. Ça fait... Exactement. Et ça fait... Pareil. Oui. Non, ça c'est un résultat du cours. Il faut être capable de s'en souvenir. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que il vous demande, et lisez bien le texte, hein, pas de calculer les limites, mais d'en déduire les limites suivantes. Donc ça veut dire que ici, il va falloir juste utiliser le résultat précédent pour faire des déductions logiques. Donc regardez la première. Vous savez quoi sur cette limite? Vous savez que ça tend vers? Et ça? Donc en fait, si ici vous l'attaquez non pas avec les comparaisons, mais avec les opérations avec les limites, ça va être tout de suite gagné. Je viens de me rendre compte aussi que c'est effectivement beaucoup plus simple de le voir comme ça. Là, vous faites juste cette opération. Et là, vous dites juste 0 moins 5 et ça fait moins 5. Peut-être que le matin, c'est dur aussi pour moi parce que j'étais parti avec le théorème des gendarmes, tout content. Et effectivement, ici, on peut le faire avec un moindre coût économique. Donc, excusez-moi, je vous avais indiqué la mauvaise piste. Là, c'est plus simple de le faire comme ça. C'est pour les autres où il faut faire des comparaisons. Mais par contre, la chose sur laquelle je n'avais pas tort, c'est que à chaque fois que vous avez une limite finie, et que vous pensez que vous êtes dans la condition d'utiliser le théorème des gendarmes, à chaque fois, ce sera les gendarmes et pas la comparaison dès que la limite que vous voulez calculer, elle est finie. Ici, vous avez compris que c'était moins 5. Donc, déjà, vous pouvez exclure la partie comparaison. Mais, dans cet exemple particulier, comme la limite x e à la x, c'est égal à 0, et ça on le connaît, et moins 5 aussi, on sait parce que c'est une fonction constante, c'est inutile de se compliquer la vie avec un terme de comparaison, vous pouvez tout simplement le faire par opération des limites. D'accord? Je pense que les trois autres, ont plus de sens à être fait avec le théorème de comparaison. Notamment ici, vous avez 2 plus e à la x divisé par x. Vous savez que du coup, cette fonction-là, elle est supérieure ou égale à e à la x divisé par x. Et ça, vous le savez tout simplement parce que ici, qu'est-ce que vous avez fait? On a rajouté quelque chose de positif. Donc ça, c'est sûrement vrai. Ensuite, vous savez que cette limite-là, parce qu'on l'a rappelée, d'accord? Et donc, donc celle-là, c'est la limite qui va pousser cette fonction-là. Mais encore une fois, si vous l'aviez remarqué, avec ces deux infos, vous pouvez dire, grâce au THM comparaison, la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 2 plus e à la x divisé par x est égal à plus l'infini. Mais, imaginons que ce n'était pas le cas. Imaginons que vous n'avez pas remarqué qu'il y avait le terme de comparaison qui était utilisable ici. Ce n'est pas grave. Vous aurez tout simplement pu dire, encore une fois, avec les opérations des limites, que ça, c'est la même chose que faire ça. Et
les limites de la forme infini plus fini, c'est toujours égal à l'infini. Et ça, ça fait aussi partie des opérations avec les limites. Donc, pour les deux autres, vous avez ça qui va être la même chose, mais avec le signe négatif, parce que ici, vous avez le moins là. Et donc, vous pouvez faire comme... Alors, soit vous dites, ça fait 3 moins l'infini, donc ça fait moins l'infini, ce qui est encore une fois valable. Soit vous comparez cette fonction-là avec... Alors, comme c'est 3 moins e à la puissance x sur x, celle-là, vous la comparez avec moins e à la puissance x sur x. Parce que ici, du coup, ce qui se passe, c'est que vous considérez la même fonction à laquelle vous avez rajouté 3. Et comme celle-là, elle va tendre vers moins l'infini, parce qu'en fait, c'est une fonction qui tend vers plus l'infini. Juste, j'ai mis un moins devant. Du coup, ça fait moins l'infini. Et donc, comme cette fonction-là, elle est supérieure à celle-ci, du coup, celle-là aussi, elle est obligée d'aller vers moins l'infini. Toujours par comparaison. Et la dernière, qui était 1 plus e à la puissance x divisé par racine carrée de x, c'est encore une fois sur le même discours. Celle-là, elle est plus grande que e à la puissance x divisé par racine carrée de x, parce qu'encore une fois, j'ai rajouté quelque chose de positif. Et du coup, comme celle-là, elle s'envole vers plus l'infini, celle aussi, elle doit faire la même chose, toujours par comparaison. Hier, j'ai laissé un exercice au milieu. Vous vous rappelez, c'était l'exercice de la racine carrée. Et vous m'aviez dit, on s'était arrêté là où il faut démontrer que la suite, elle est décroissante. Vous vous rappelez? Suite décroissante, c'est le but. Et ce que ça veut dire, c'est évidemment un plus 1 inférieur ou égal à un. Pour tout n. Et du coup, ça se transcrit comme u racine carrée de un inférieur ou égal à un. Et quand je vous ai montré ça, vous m'avez dit, oui, mais messieurs, c'est évident parce que je fais la racine carrée à gauche et la racine carrée est plus petite que ce qu'il y a à droite. Et là, je vous ai dit, c'est pas tellement vrai en fait. Il faut savoir un truc de plus pour pouvoir l'affirmer. Et vous m'avez dit, mais non, messieurs, la racine carrée... Okay. C'est parce que quand vous pensez à la racine carrée, vous pensez, j'ai 4, j'ai fait la racine carrée de 4, ça me donne 2. J'ai 25, j'en fais la racine carrée, ça me donne 5. Mais pensez petit. Prenez par exemple, imaginez que un soit égal à 0,25, ok? Donc ça voudrait dire que là j'ai 0,25 et ici j'ai la racine carrée de 0,25. Mais ça fait combien la racine carrée de 0,25? Vous pouvez le faire de tête. Oui, Lucas. La moitié. Alors est-ce que ça c'est vrai? Visiblement, non, c'est méga faux. Donc, ça marche pas. Enfin, ça marche pas à tous les coups. Pour que ça marche, il faut rajouter quelque chose. Alors déjà, pourquoi ça marche pas à votre avis? Ici, imaginez à la place d'avoir un, d'avoir x. Vous aurez ça, n'est-ce pas? La racine carrée de x est inférieure ou égale à x. Imaginez de les voir comme deux fonctions, d'accord? Ça c'est f et ça c'est g. Si j'en traçais les graphiques, qu'est-ce qui se passerait? Imaginez-le un instant. Ou ne l'imaginez pas. Juste prenez votre calculatrice et rappelez-vous de comment on fait pour les tracer. J'efface tout. J'écris x tout simplement. Et ensuite, je fais la racine carrée de x. Et quand je vais regarder leur dessin, regardez un peu. Alors, x est une fonction affine, donc ça va être forcément la droite. N'est-ce pas? Et maintenant, allez regarder un peu ce qui se passe de façon plus précise. Je vais faire un zoom en boîte, vous savez? C'est le zoom où je dessine un petit rectangle.
Et ensuite, quand je vais appuyer sur exe, il va me zoomer exactement dans le rectangle que j'ai dessiné. Ok? Ah, ça c'est intéressant. Regardez maintenant. Ici, vous voyez, j'ai que la fonction racine carrée de x, elle est supérieure à la fonction x. Vous le voyez? Elle est clairement supérieure. Ici, quand j'arrive à 1, parce que ça c'est la petite barre du 1, sous les abscisses, il y a une intersection. Et à partir de cette intersection-là, c'est la fonction racine carrée de x qui est inférieure à la fonction x. Donc, ce que je peux affirmer par simple lecture graphique, mais en fait, c'est une propriété de ces deux fonctions-là que vous êtes censé connaître, plus ou moins, c'est que du coup, racine carrée de x est inférieure ou égale à x pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, et l'inverse, donc x est inférieur ou égal à la racine carrée de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1. En particulier, x est égal à racine carrée de x si x est égal à 0 ou x est égal à 1. Logique. 0 égale à racine carrée de 0, 1 égale à racine carrée de 1. Rien à dire là-dessus. Maintenant qu'on sait ça, pour pouvoir affirmer que la racine carrée de un est inférieure ou égale à un pour n'importe quelle valeur de un, eh bien tout ce qu'on a à faire, c'est juste de s'assurer que un est tout le temps strictement, enfin pas strictement, mais supérieur ou égal à 1. Est-ce que je sais ça? Parce que si j'arrive à savoir ça, je peux utiliser cette affirmation-là et dire, bah, je sais que un, il appartiendra toujours à l'intervalle 1 plus l'infini, donc j'ai gagné. Je peux affirmer ça avec certitude absolue. Ah, si seulement on avait un moyen d'en être sûr. Bah en fait, vous l'avez déjà démontré. La récurrence de cet exercice, que je vous rappelle était l'exercice 91, la récurrence que vous aviez fait juste avant, c'était pile poil le fait que un est tout le temps supérieur ou égal à 1. Donc en fait, dans le cadre de cet exercice-là, ça c'est vrai de façon automatique, mais il faut le dire. Il faut faire ce petit schéma pour le justifier. Sinon, c'est pas valable. Parce que vous pourrez avoir cette situation-là où vous faites la racine carrée de 0,25 qui, du coup, devient supérieure à 0,25 lui-même. Problème. D'accord? On est tous, vous l'avez tous, hein? Sûr? Ok. Ça, c'était du coup la fin de l'exercice d'hier. J'espère que maintenant c'est mieux. Mais maintenant, assez de moi qui parle. Ça, ce sont les exercices pour la prochaine fois. Non, c'est celui-là qui m'intéresse. Alors, c'est un exercice que j'ai volé dans des annales du bac. Ça vaut 5 points, mais j'ai pas tout mis. Il y avait des questions après. Vous voyez qu'il y a deux parties, les parties A et B. Donc, visiblement, ça, c'est juste la partie A. J'aimerais bien qu'on le lise ensemble et ensuite, je vous laisserai du temps pour le faire. Mais lisons-le d'abord un instant. Alors, vous avez une réserve marine avec des tortues. Vous lisez tous, hein? Lucas, t'arrives à lire? Au début de l'an 2000, on comptait 300 tortues. Une étude a permis de modéliser ce nombre de tortues par cette suite-là. Vous devrez vous en souvenir parce que c'est la suite que je vous avais proposée quand on a fait la séance. Voilà. Bravo Inès. Donc, par contre, ça c'est la partie plus mathématique, disons. Donc, ici, je vous propose cette suite-là. Attention, hein. UN modélise le nombre de tortues en milliers. Donc, si au début il y a 300 tortues, U0 égale à 0,3, ça veut dire que c'est 300 tortues, c'est-à-dire 0,3 milliers. 0,3 fois 1000 égale 300. Cohérent. Calculez dans ce modèle le nombre de tortues au début de l'année 2001, puis de l'année 2002. Basique, je vous le laisserai faire tout seul. Et ensuite, ce sont plutôt la question 2 et 3 qui m'intéressent. Juste lisez là et essayez d'établir avec moi une stratégie d'attaque. Première question. On admet que pour tout n, un et 1 moins un vont appartenir à l'intervalle 0,1. Ça, c'est gâteau. C'est une information vraiment importante qu'il nous offre comme ça sur un plateau d'argent. Montrez que pour tout entier naturel n, vous avez cette belle inégalité. 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 0,9 fois un. Il dit juste montrer que
Donc, ça veut dire que vous êtes libre de choisir votre stratégie. La deuxième, montrer que pour tout entier naturel n, 0 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance n. D'accord? Bon. Et enfin, déterminer la limite de la suite un. Que peut-on conclure sur l'avenir de cette population de tortues? Donc la dernière question, c'est la limite. Et ici, il vous demande de démontrer deux petites choses. Donc, avant d'essayer quoi que ce soit, faites-vous un brouillon et essayez de vous écrire qu'est-ce que ces deux choses signifient. Vous apercevrez tout de suite qu'il y en a une qui est beaucoup plus simple que l'autre. Celle qui est plus simple, vous pouvez la faire sans récurrence. L'autre, vous devez la faire avec récurrence. Je ne vous dirai pas laquelle est laquelle. Mais une fois que vous avez effectué la récurrence, regardez la question d'après. Là, c'est une question avec une limite. Et là, les gendarmes peuvent être utiles. Je ne vous en dirai pas plus. Mais sachez que les trois questions sont conséquentielles. Donc, ça veut dire que une fois que vous avez démontré celle-là, vous utiliserez ce résultat-là pour démontrer celle-là. Une fois que vous aurez démontré celle-là, vous utiliserez ce résultat et ce résultat pour la C. Je ne vous dis pas comment, ni dans quel ordre, mais voilà. Alors, U1 et U2, si possible, je sauterai ce calcul. C'est juste vraiment faire des multiplications, d'accord? U1, ça va être du coup 0,9 fois 0,3 fois 0,7, d'accord? Tout simplement. Quelqu'un peut me dire? Ça fait? 0,189. Comme ça? Ok. Et donc, une fois que je suis là, pour U2, je vais faire 0,9 fois 0,189 fois 0, ça va être 811. Voilà. D'accord? Vous l'avez fait? D'accord? Ça fait 1, 3, 8. Ok. Voilà. Ça, c'était vraiment juste un calcul. Ok. La partie difficile, du coup, arrivait juste après. Alors, la chose qu'il veut montrer, elle doit être vraie pour tout n appartenant à n. Ça, c'est important. Donc, je vais me le mettre juste en haut. Et ensuite, il veut que je montre que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 0,9 fois un. C'est ça? Voilà. Alors, comme je le suggérais tout à l'heure, à mon avis, la meilleure stratégie que vous pouvez adopter ici, c'est de se séparer les questions en une première question ici et une deuxième question ici. Donc, une première inégalité et une deuxième inégalité. Je commence par celle-là. Comment je peux être sûr que 0 est tout le temps inférieur ou égal à un plus 1? Je m'écris ce que ça veut dire. Ça équivaut à dire que 0 est inférieur ou égal à 0,9 fois un fois 1 moins un. Et là, en français, vous pourrez tout simplement y dire « Or, 0,9 est supérieur strictement à 0. Un appartient à l'intervalle 0, 1, parce que c'est dans le texte. Et 1 moins un appartient au même intervalle. » D'accord? Donc, ces trois facteurs sont positifs. Ça termine déjà cette partie-là. Vous voyez, une petite phrase est suffisante. L'autre, elle va être aussi simple que ça. Autrement dit, je vais écrire un plus 1 inférieur ou égal à 0,9 fois un. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Eh bien, c'est équivalent à 0,9 fois un fois 1 moins un inférieur ou égal à 0,9 fois un. Et ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à, visiblement, je simplifie le 0,9 que j'ai juste ici avec celui-là. Ça, je peux le faire parce que c'est positif, donc ça ne change rien au sens de l'inégalité. Je peux également simplifier un qui est là avec un qui est là, ce qui est
toujours possible aussi parce que je sais que UN est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Et enfin, donc qu'est-ce qui reste ici? Bah, il reste juste ce 1 moins UN inférieur ou égal à... Qu'est-ce qui est resté à droite? 1. Parce que j'ai simplifié des facteurs. Mais je sais que ça c'est vrai. Car je savais que 1 moins UN appartient à 0,1. N'est-ce pas? C'était une des hypothèses toujours qui sont fournies dans le texte de l'exercice. Donc cette information-là, vraiment, je l'exploite 2 fois très rapidement. Vous voyez, elle est ici et elle est également là-bas. Elle m'aide beaucoup. Ça, c'était pas la seule façon de le faire. D'accord? Vous aurez aussi pu le voir tout simplement en disant... Donc ça, c'est une alternative. Hein. Je pense qu'elle est plus simple, cette alternative. Donc je vous l'ai dit. Elle est plus simple, mais voilà, ça demande une phrase en français. Voilà. Je sais que 1 moins UN appartient à 0,1. Par conséquent, pour tout réel, disons, appelons-le réel A, il doit être vrai que A est forcément supérieur ou égal à la quantité A fois 1 moins UN. D'accord? Pourquoi? Bien parce que si vous prenez n'importe quelle valeur numérique, n'importe laquelle, et vous la multipliez pour tout réel positif, excusez-moi, tout réel positif. Si vous prenez une valeur positive, n'importe laquelle, 3, 7, 8, ce que vous voulez, et vous la multipliez fois 0, quelque chose, forcément vous êtes en train de la faire diminuer. C'est obligatoire. D'accord? Donc ce que j'ai écrit ici, c'est une évidence. Mais si ça c'est forcément vrai, j'en déduis que comme 0,9 fois UN est effectivement un réel positif, bah alors, il faut que, bah du coup, 0,9 fois UN soit supérieur ou égal à 0,9 fois UN fois 1 moins UN. C'est-à-dire exactement la même chose que j'ai écrit juste là, mais avec le choix de 0,9 fois UN, c'est un peu mon A de tout à l'heure. D'accord? Donc c'est quelque chose de parfaitement logique. Et vous voyez, ça n'a pas demandé des calculs, ça a juste demandé des phrases en français. Ça montre que vous faites un raisonnement. C'est tout. Et ça, c'est tout à fait valable. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Si vous prenez n'importe quel nombre, vous le multipliez fois 0, quelque chose, donc un nombre entre 0 et 1, vous le diminuez. C'est comme si vous fassiez une division, disons. D'accord? Alors maintenant qu'on a établi cette inégalité, que je vous rappelle du coup, donc quand on arrive ici, on a établi du coup que 0 est inférieur ou égal à UN plus 1, qui est inférieur ou égal à 0,9 fois UN. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on doit prouver par récurrence quelque chose de bien plus puissant. Et le par récurrence, c'est moi qui le rajoute, hein. On doit prouver ça. Très bien. Alors, je me le note rapidement. Donc, la propriété P de N qu'on veut montrer maintenant, c'est 0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance N. Ça, c'est la propriété P de N. D'accord? Comme d'habitude, je commence par l'initialisation. Et l'initialisation ici, excusez-moi, c'est P de 0. Donc, 0 inférieur ou égal à 0,3.
inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance 0. Or, ça veut dire 0 inférieur ou égal à 0,3. Ce côté-là, c'est déjà bon. Inférieur ou égal à 0,3 parce que 0,9 à la puissance 0, ça fait 1. Donc, ça aussi, c'est vrai. Donc, P de 0 est vérifié. OK? Bonne nouvelle. Est-ce que vous l'aviez fait comme ça? Oui? L'hérédité, alors. Alors maintenant, je vais supposer, comme d'habitude, hein, P de n vrai jusqu'au rang n. D'accord? C'est-à-dire que j'ai supposé que ça, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. C'était 0,3 fois 0,9 à la puissance n. OK? Le but sera de montrer, je me le marque à côté cette fois-ci, but, c'est de montrer que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance n plus 1. D'accord? Je me les marque à côté pour ne pas me confondre. Alors, ici, vous avez plusieurs façons de procéder, mais dans tous les cas, ce qui va être nécessaire, c'est d'utiliser cette chose qu'on a montrée tout à l'heure, celle-là. D'accord? Donc, je vais juste me la mettre à côté, parce qu'elle va être vraiment très importante. OK? Moi, mon conseil, honnêtement, quand vous êtes arrivé là, c'est, encore une fois, comme c'est une double inégalité, une des stratégies que vous pouvez mettre en place, c'est juste de montrer ça, donc votre but, encore une fois, en décomposant sur deux inégalités. Donc, d'abord, vous montrez celle-là, et ensuite, vous montrez celle-là. La plus simple, du coup, c'est pour montrer le rang n plus 1, la première chose que je fais, c'est de remarquer que u de n plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Car je sais que par hypothèse sur un, vous vous rappelez, dans le texte, c'est marqué, vraiment c'est dans le texte, hein, dans le texte, juste là, c'est marqué, je vous le souligne, un appartient à l'intervalle 0,1. Pour tout n entier naturel, c'est marqué juste avant. Mais alors, je peux juste affirmer ici, pardon, excusez-moi. Ici, je peux juste du coup affirmer donc un appartient à l'intervalle 0,1 pour tout n appartenant à n. Donc, ça doit être vrai pour un plus 1 aussi. Pourquoi faire une preuve quand on connaît déjà que ça c'est vrai? On le sait parce que c'est dans le texte de l'exercice. Donc, autant l'écrire. La vraie chose à démontrer, c'est l'autre. C'est-à-dire que un plus 1 est inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance n plus 1. Donc ça va être mon vrai but. Et pour ça, rien de plus simple que exploiter ce que j'ai démontré juste avant. D'accord? Donc je prends l'hypothèse de récurrence, P de n, et l'hypothèse de récurrence est donc que un est inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance n. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et maintenant, je la combine avec celle-là. Encore une fois. OK? Et donc, je vais pouvoir dire que qu'est-ce qu'elle me donne, c'est de la mélanger. Du coup, je lis dans cette inégalité-là, cette partie-là,
Et ça me donne du coup UN plus 1 inférieur ou égal à 0,9 fois UN. Et donc, j'applique l'hypothèse de récurrence. En appliquant UN inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance n, je dis, bah du coup, si ça c'est vrai, alors ça aussi ça doit être vrai. Inférieur ou égal à, bah regardez du coup, vous voyez ça? Bah ça c'est vrai sur UN. UN c'est là. D'accord? Et bah du coup, comme c'est cette UN là, bah du coup ça va être, je vais réécrire le 0,9 et je vais dire que du coup c'est 0,9 fois 0,3 fois 0,9 à la puissance n. Est-ce que vous la voyez? Vous le voyez, ce UN là, comme c'est une inégalité que je dois écrire, bah, je vais écrire que 0,9 fois UN, bah, je peux le majorer par 0,9 qui est du coup là, fois tout ça. Et pourquoi je peux écrire tout ça? Bah, parce que tout ça, c'était juste ici en fait. Je suis en train de majorer UN et de le multiplier fois 0,9. Rien de particulier. Mais alors, si ça c'est vrai, je peux juste lire le début et la fin et affirmer que, donc, UN plus 1 est inférieur ou égal à 0,9 fois 0,3 et le 0,9 il sera à la puissance n plus 1 parce que j'ai 0,9 fois 0,9 à la puissance n. D'accord? C'était exactement ce qu'il fallait démontrer, c'était ça la propriété P de n plus 1. Alors, dites-moi si vous avez des doutes là-dessus. Donne-le-moi. J'en ai marre. Je te l'ai rappelé une fois, deux fois, deux fois. Hein? Ça a des limites, non, Hichem? Hein? Je peux être tolérant, mais à un moment donné. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Est-ce que vous l'avez fait comme ça? Non? Comment vous l'avez fait? Parce que vous aurez aussi pu me dire bah, que vous aviez pris celle-là, vous aurez pu prendre celle-là, UN inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 à la puissance n, tout multiplié fois 0,9, donc ça vous donne 0,9 UN inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 puissance n plus 1. Et là, dire, bah oui, mais moi je sais aussi que ça c'est vrai. Que UN plus 1 est inférieur ou égal à 0,9 fois UN. Et du coup dire, ah bah du coup là je peux rajouter à gauche. Vous voyez? Ici, à gauche, je peux rajouter UN plus 1. D'accord? Dans tous les cas, il fallait combiner ces deux inégalités. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans. Moi, je l'ai juste combiné dans l'autre ordre chronologique. D'accord? Mais vous pouvez aussi le faire comme ça. J'étais parti de l'autre, j'ai appliqué la deuxième et j'ai obtenu un résultat final. Et il y avait aussi cette possibilité-là. Vous voyez la logique ou pas? Je vous vois mort. Vraiment. Donnez-moi des signes de vie. Oui, Lucas? Ça, si on nous donne à faire, moi je peux voir ça. Ça va, on est encore au mois de novembre, on a encore 5 mois. Oui, ouais. Tu vas voir ça. C'est un sujet du bac, le niveau de difficulté est celui qui est requis par un bachelier. C'est comme ça. Je peux passer à la question 3? Enfin, à la question C. La question C, du coup, c'était déduire la limite de la suite. Comment je la déduis la limite de la suite? Bah maintenant, je sais que 0 est inférieur ou égal à UN, qui est inférieur ou égal à 0,9 fois 0,3. Et excusez-moi, 0,9 c'est à la puissance n. J'ai pas écrit la conclusion de l'hérédité, veuillez me pardonner pour cela. Ça, c'est la chose que je suis
en train d'utiliser maintenant, parce que je viens de la démontrer. Quelle est la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 0? Quelle est la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 0,3 fois 0,9 à la puissance n? Pourquoi? Parce que, pardon? Oui, exactement. Et ça, c'est parce que 0,9, il est compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, très bien. C'est la propriété des suites géométriques. Très bien. Donc, comme ces deux limites-là sont égales, et que j'ai cette belle inégalité, grâce au théorème des gendarmes, je peux affirmer que la limite de un pour n qui tend vers plus l'infini est égale à 0. Comme vous le voyez, la question C, elle est la plus simple, en fait. Regardez, ça nous a pris 30 secondes et c'est 3 lignes, quoi. Ok? Et même si vous faites seulement celle-là, vous avez des points. Je vous la laisse encore afficher ou ça va? C'est bon? Ok. Donc, il y avait la dernière question qui était sur l'algo. Alors, des études permettent d'affirmer que si le nombre de tortues à une date donnée est inférieur au seuil critique de 30 individus, alors l'espèce est menacée. On souhaite qu'à la fin de son exécution, l'algorithme affiche la dernière année avant laquelle il reste au moins 30 tortues. Recopier et compléter l'algorithme. Donc, la sortie doit être l'année. Ok. Regardons qu'est-ce que j'ai ici. C'est un algorithme en pseudocode, c'est pas du Python, hein, donc je vais l'écrire en français. Pseudocode, ça veut dire on va écrire en français le code qu'après on va devoir traduire avec le code informatique du coup Python, langage approprié. Ici, c'est pas nécessaire de faire cette étape, hein, c'est juste nécessaire de l'écrire en pseudocode. Je sais que U est un réel, UN c'est l'antinaturel que je considère pour compter les années, U prend la valeur 0,3, N prend la valeur 0, et du coup, ici, j'ai une variable appelée U, dans laquelle je vais mettre à chaque étape la valeur de la suite UN, et j'ai une variable appelée N, dans laquelle à chaque fois je vais augmenter du coup la valeur pour montrer que je suis passé d'une année à la suivante. Ok? Donc ici, il me propose d'utiliser une boucle tant que. La boucle tant que, c'est la boucle conditionnelle, c'est-à-dire la boucle qui vous dit de répéter une action tant que une certaine condition est satisfaite. D'accord? Ici, je sais que je dois continuer à calculer les éléments de la suite tant que il reste au moins 30 tortues. Dans cet exercice, UN est modélisé en milliers. Donc 30 tortues, ça vaut combien en termes de milliers? 0,03. Voilà, 0,03. Donc quand je réécris cette boucle, parce que visiblement c'est ça qu'il nous demande, hein, tout ce qu'il y a avant, c'est déjà fait. Donc là, je vais faire tant que dans la variable U, il y a plus strictement de la valeur 0,03. Autrement dit, tant qu'il y a plus de 30 tortues, faire... Et qu'est-ce que je dois faire du coup? Je dois calculer combien de tortues il y aura l'année suivante, jusqu'à ce qu'il y en ait encore plus que 0,03. Donc, toujours avec un petit décalage vers la droite, ici du coup, vous voyez la ligne verticale. Comme ça, je sais que ça, c'est le bloc d'instruction de la boucle. Je vais lui dire de calculer le nouvel élément de la suite. Et ça, je le fais par récurrence. Donc, je sais que la valeur à mettre dans la variable U, c'est la valeur 0,3, excusez-moi, 0,3 fois... non, attendez, c'était quoi la définition de la suite? J'ai oublié. Ah, c'était 0,9, excusez-moi. Voilà. C'était 0,9 fois U fois 1 moins U. Ça calcule l'élément UN plus 1. D'accord? Mais c'est pas fini parce que je sais aussi que je dois compter qu'une année s'est écoulée entre temps. Donc, je vais lui dire que dans la variable N, tu vas me mettre la valeur N augmentée de 1.
Donc, dans n, on remplace par n plus 1. OK? Ça, ce sont les deux opérations à faire dans ma boucle. Donc, ensuite, on va écrire la fin du tant que. Et qu'est-ce qu'on doit afficher? C'est la valeur du nombre des tortues ou la valeur de l'année? C'est l'année, parce que il nous disait, on souhaite qu'à la fin de son exécution, l'algorithme affiche la dernière année avant laquelle il reste au moins 30 tortues. Et attention, hein, ici, il nous demande d'afficher la dernière année avant laquelle il reste au moins 30 tortues. Donc, il faut faire attention, parce que dans l'algorithme tel que nous, on l'a écrit, quand la valeur de U descend en dessous de 0,03, d'accord? La dernière chose qui se passera, ce sera quand même l'instruction que dans n, je vais mettre la valeur de l'année suivante. D'accord? Donc, ici, ce qu'il faut afficher, ce n'est pas exactement n, mais ça va être n moins 1. Parce que je veux l'année avant celle dans laquelle il y a moins de 30 tortues. Vous voyez la subtilité ici? C'est pas facile, hein, je sais. Et sachez que je me rappelle d'avoir lu la correction de ce bac-là. Même si vous mettiez affiché n et pas n-1 parce que vous y faisiez pas attention, ça n'a pas été pénalisé. Mais, comme vous êtes des bons élèves, pensez-y. D'accord? À bien lire le texte et l'interpréter comme il se doit. Le cours d'aujourd'hui, ça va être un cours sur des dérivations. Et on adore les dérivations, n'est-ce pas? Oui. Non. Non, c'est la suite du chapitre. Vous vous rappelez de quand on a fait les révisions sur la dérivation? N'est-ce pas? C'était magnifique. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre une des plus belles formules de l'année. Et c'est la formule sur laquelle j'aimerais que vous concentrez votre attention parce que c'est... comment dire? Vous avez vu ou lu Le Seigneur des Anneaux? Oui. Oui. Alors, entendu parler? Mon Dieu. Voilà Inès, exactement. Donc, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un grand méchant qui pour contrôler et avoir tout le pouvoir sur la Terre du Milieu, qui est cet univers fantastique, il utilise un objet magique très puissant qui est le seul et unique anneau du pouvoir. Or, cette formule-là, c'est un peu comme l'anneau du pouvoir dans le royaume des dérivés. D'accord? C'est vraiment la formule, le nec plus ultra, c'est la formule ultime qui vous permet de maîtriser tout cet univers. J'espère que maintenant j'ai au moins capté 0,3% de votre attention. Alors, imaginez d'avoir une agréablissime fonction, telle que par exemple, f de x, je vais commencer du coup par un exemple. Je vais considérer une douce et magnifique fonction appelée f de x égale e à la puissance x au carré. Et là, vous êtes censé dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette monstruosité? F de x égale E élevé à la puissance x au carré. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une fonction qu'on a obtenue en mélangeant deux fonctions. Vous voyez où est-ce que je suis en train d'aller? On avait parlé de ça lors du chapitre sur les limites. Exactement, Imet. C'est une fonction composée. C'est-à-dire une fonction que j'ai obtenue en faisant justement une combinaison, une composition de deux fonctions. Ici, les deux fonctions que j'ai composées, c'est la fonction e à la puissance x avec la fonction x au carré. D'accord? Et cette composition, je tiens à la spécifier. D'accord? Donc, laissez-moi juste un instant vous faire concentrer sur cette fonction-là. Qu'est-ce que j'ai fait du coup ici? Eh bien, celle-là, si je la décompose, ça me donne la fonction que je vais appeler, alors, u de x égale l'exponentielle et v de x égale x au carré. Et qu'est-ce que je fais? J'ai fait u de v de x. Car du coup, si je fais u de v de x, ça va me donner u de x au carré. Et donc,
U, c'est la fonction exponentielle de quelque chose, donc exponentielle de x. Bah, du coup, je remplace x par x au carré, ça va me donner e à la puissance x au carré. Vous voyez? Ça, c'est juste un petit résumé de la décomposition pour me faire comprendre que j'ai effectivement bien décomposé ma fonction. Et est-ce que vous savez dériver un tel objet magique, magnifique? Pardon? Oui? Non? Alors, la bonne réponse, c'est que non, vous avez jamais su dériver un truc pareil. D'accord? Donc, pour une fois, vous avez une bonne excuse pour ne pas savoir le faire. C'est pas comme les polynômes de second degré. Là, il n'y a pas d'excuse. D'accord? Et donc, vous serez torturé pour... Non, je rigole. Donc, la belle dérivée dont on va s'occuper aujourd'hui, c'est comment dériver, non pas la fonction exponentielle ici présente, comment dériver une fonction composée. Eh ben, il est vrai que la formule n'est même pas dure, donc elle est puissante, utile et facile, donc je ne sais pas quoi d'autre vous pouvez lui demander. Et la formule, elle est la suivante. Imaginez de vouloir dériver une fonction composée. Alors, une fonction composée, du coup, je vais l'écrire comme U composé avec V. Donc, je vais écrire en bleu la fonction à l'extérieur et en rouge la fonction à l'intérieur. U de V de X. Qu'est-ce qui se passe si je dérive une telle fonction? Eh bien, je vais devoir faire la dérivée de U calculée en V de X et la multiplier fois la dérivée de V. Et c'est déjà terminé. The formule. Je ne sais pas comment d'autres vous faire comprendre que cette formule-là, elle est super méga cruciale. C'est quasi impossible qu'il y ait un sujet de bac sans devoir utiliser cette formule-là au moins une fois. Au moins. D'accord? Elle est méga super importante et surtout, elle est utile. Elle va vous servir pour de vrai. Si vous devez choisir un tatouage, choisissez cette formule-là. Elle est magnifique. Elle est courte, facile à retenir, enfin j'espère, et elle est utile. Je ne peux pas le souligner suffisamment, je pense. Donc, regardons-la en application, d'accord? Comment dériver une fonction composée? Bon, je retire un peu mon décor. Hein? Donc, appliquons-la à l'exemple. L'exemple que je vous avais montré. Appliquons-la à l'exemple que je viens de détailler. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut réutiliser cette belle décomposition où j'avais dit que u de x était égal à l'exponentielle et v de x était égal à la fonction x au carré, d'accord? Donc quand je dérive du coup e puissance x au carré, je dois du coup dériver les deux morceaux. Alors, je vous applique les couleurs, du coup. Ça, c'est l'exponentielle de la fonction x au carré. Et donc, la première chose à faire, c'est de dériver la fonction u. Mais c'est qui la dérivée de u? L'exponentielle dérivée, c'est... Non, l'exponentielle... Tu l'avais dit tout à l'heure, hein. Je voulais juste que tu le répètes plus fort. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, ici déjà, là où il y avait U', cette partie-là, je vais juste écrire E à la puissance quelque chose. Qu'est-ce que je dois mettre comme dans l'argument de l'exponentielle? Je le lis toujours ici. Je dois mettre la fonction V de x telle qu'elle est. Or, V de x, c'est la fonction x au carré. Donc, je le réécris ici.
Ok? Je peux même retirer les deux parenthèses bleues, hein, mais je vous les laisse juste pour vous faire comprendre laquelle est la fonction bleue et laquelle est la fonction rouge. Ok, maintenant, quelle est la dérivée de V? La dérivée de V, Nikolai? La dérivée de V. V'. La dérivée de x au carré. Est-ce que tu t'appelles Nikolai? Tu lui voles la possibilité de donner une réponse. Excuse-toi avec lui, pas avec moi. 2x. Alors, où est-ce que je vais l'appliquer du coup cette dérivée? Dans la formule, je vois clairement que ça c'est u' de v de x, très bien. Ensuite, il y a le produit par la dérivée de cette fonction v. Donc, j'écris juste ici 2x. Donc, quand je vais tout réécrire avec une couleur normale, je vais juste écrire e à la puissance x au carré fois 2x. Ou si vous préférez, 2x e à la puissance x au carré. Hein. Vous pouvez la réécrire comme vous voulez. Bref, l'important c'est que vous aviez compris que c'était ça le résultat de cette dérivation. On va enchaîner, on en fait une deuxième. Maintenant, je vous propose de faire une belle fonction telle que celle-là. Ah, quel plaisir. Dérivons celle-là. Déjà, pour dériver celle-là, il faut encore une fois effectuer la décomposition u de x et v de x. À votre avis, quelles sont les deux fonctions que je peux choisir ici? Alors, racine carrée de x, c'est laquelle? U ou v? Ça doit être celle à l'extérieur. Hein? Donc, c'est... Donc ça, je vais mettre racine carrée de x. Et v de x, c'est qui à votre avis? Lola? Exactement. De sorte à ce que, quand j'écris... Si vous avez un doute, hein, toujours vérifiez votre doute. Vous écrivez du coup u de v de x. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire u de x au carré plus 1. Et du coup, par comparaison avec la définition de u, si u de x est égal à la racine carrée de x, u de x au carré plus 1, ce sera égal à la racine carrée de x au carré plus 1. Ok. Maintenant, on va la dériver. Et pour la dériver, encore une fois, étape préliminaire, on va déjà dériver u et v. Quelle est la dérivée de u'? Quelle est la dérivée de la racine carrée de x? Allons chercher dans vos souvenirs. La dérivée de la fonction racine carrée de x, c'est une fraction. C'est 1 divisé par... Quoi? 2 racine carrée de x. C'est 1 divisé par 2 racine carrée de x. Oui. Non, il faut connaître par cœur celle-là. Il y a moyen de le trouver à l'université. Ou en prépa. Ou dans le supérieur. V' de x, par contre, elle est simple. Hichem? Un peu trop fort, Inès. Hichem? La dérivée de x au carré plus 1. Tu la connais? Si. Bah oui, c'est ça, c'est fini. Bah oui. Petit chanceux, hein. Donc, maintenant que vous avez les deux dérivées de u et de v, du coup, on va pouvoir aisément les combiner. C'est-à-dire que dans la formule, moi je sais que je dois écrire, du coup, hein, je vous le rappelle, juste ici, u' de v de x fois v' de x. Donc, je remplace u' de x, c'est qui? C'est 1 divisé par
2 racine carrée de x. Mais à la place de x, il faut que je mette v de x. Or, v de x, c'est x au carré plus 1, ne l'oubliez pas. Fois v' de x, ça c'est simple par contre, c'est juste 2x. Alors, maintenant on récombine tout ça ensemble pour obtenir 2x au numérateur divisé par 2 racine carrée de x au carré plus 1. Et je peux remarquer avec un grand bonheur que le 2 qui était là et le 2 qui se trouve au dénominateur vont pouvoir se simplifier avec joie. Donc il me reste x divisé par la racine carrée de x au carré plus 1. Alors cette dérivée-là, voilà, c'est une dérivée que vous n'aurez jamais pu calculer l'année dernière, par exemple. Parce que, justement, il vous manquait cette formule d'énorme importance, la formule pour toutes les dominées.